Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie, de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Je suis Matt, YouTuber, créateur de podcasts et Apple enthousiaste. Je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et YouTubeuse Apple. Hey, bonjour Audrey, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais en vrai, ça fait trop longtemps. Mais qu'est-ce qu'on a fabriqué pendant tout ce temps? Ouais, c'est un peu compliqué de mon côté. C'était pas de ta faute, c'est de la mienne. Mais c'est pas une rupture. D'habitude, on dit ça, c'est pas de ta faute, mais la mienne quand c'est des ruptures. Mais là, c'est pas une rupture du tout. C'est compliqué au niveau professionnel, je vous avoue. Quand on est dans le domaine des technologies, vous n'êtes pas sans savoir, il y a un truc qui vient d'arriver, ça s'appelle l'intelligence artificielle, je pense. Et ça devient très compliqué pour les informaticiens, je vous l'accorde. Et j'avais besoin de débrancher et de décrocher. Pas que Apple Diff me fasse pas du bien, bien au contraire. Mais j'avais vraiment besoin de prendre un recul sur tout ce que je fais. Et ça m'a fait du bien et j'ai repris mes fondamentaux, c'est-à-dire écouter des films, prendre le temps de faire rien, lire des articles au complet, ce que je faisais plus parce que je demandais à l'IA de me le résumer. Bref, je profitais plus de rien, c'est l'IA qui profitait pour moi. Alors bref, ça a été un moment compliqué. C'est pas encore sorti du bois, mais ça va mieux. On va dire ça. Tu veux dire que t'es redevenu un être humain avec des besoins vitaux? Oui. Bah oui, ça arrive. Des fois, on a un coup de fatigue. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça a été ça. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode dernièrement. Mais là, il y en a un. On va en profiter. On a plein d'actualités de nouveaux produits. Mais on peut commencer, si tu veux, par... on a quelques commentaires et on peut les lire si tu le souhaites. Qu'est-ce que tu en penses? Allons-y. Allez, je prends Géo Wheeler qui nous dit « Best of the best. J'écoute beaucoup de podcasts sur la tech et celui-ci, c'est comme discuter avec des potes à l'apéro. Les sujets sont parfois très tech mais restent légers. Il porte bien son nom. Continuez comme ça. » Merci. Un autre qui dit « Continuez comme ça. Sophie88UF. Très bon podcast, accessible, bien expliqué. Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'un avis tourné vers les produits Apple et leur accessibilité. On en entend parler souvent par rapport à ça. J'utilise VoiceOver au quotidien et je vous ai entendu parler de l'épisode légèrement d'accessibilité concernant Aperçu. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Alors, c'est un commentaire 5 étoiles et en plus, c'est une proposition. C'est quand même chouette. Ouais, c'est chouette et il va vraiment falloir qu'on fasse un épisode. On a eu plusieurs propositions. Il faut qu'on se penche là-dessus. En tout cas, on a eu plein de commentaires 5 étoiles. Bon, on a eu quelques grincheux, mais c'est normal, hein, c'est la loi, c'est comme ça, c'est la loi d'Internet. En tout cas, on a aussi Renan qui nous dit « Un duo au top pour une veille agréable. Un vent de fraîcheur dans l'actu tech. Le duo de présentation fonctionne à merveille et rend chaque épisode vraiment agréable à suivre. C'est devenu mon rendez-vous incontournable. Je recommande franchement. » Merci Renan. Puis peut-être le dernier, là, dans le même esprit, ma pause techno douceur de Ewindel, petite pause technologie avec un esprit bienveillant. Un bonbon à préserver dans ce monde de plus en plus rugueux. Restez vous-même cœur. Effectivement, c'est compliqué en ce moment dans le monde entier. On s'en parlait en début d'émission. On n'a plus d'argent pour se payer de l'essence. Alors, c'est pour ça qu'on fait un FaceTime pour nos podcasts, hein, Audrey? C'est ça, ouais. Ouais, 6000 km à 2 € le litre, ouais, ça fait un peu cher. Puis il faut rentrer après. Hey, incroyable. Donc oui, tout est un peu compliqué financièrement en ce moment. On parlait de nos revenus YouTube qui sont en chute totale, on le cache pas. Mais bon, on continue nos chaînes et nos vidéos respectivement. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos chaînes YouTube, allez-y, ça sera toujours ça de prix et qui permettra de booster nos algorithmes, etc. Donc Mathieu et moi, on a chacun une chaîne et on vous met bien sûr les liens dans les notes de l'émission. Exactement. Dis-moi, tu me rassures, la Manche, il n'y a aucun blocus américain avec Donald Trump sur les côtes bretonnes? Non, pas encore, mais le monde part tellement en vrille qu'on s'attend à tout. Bon. On en rigole vraiment, mais bon, bref. Allez, parlons d'Apple, c'est pas grave. Célébrons un anniversaire en premier. En fait, 2 anniversaires. En fait, le 50 ans d'Apple dans le livre de Mac Génération. Tu voulais mentionner
Ce projet, c'était un projet de sociofinancement dans lequel vous aviez des livres ou des abonnements, des goodies, des choses comme ça? Oui, en fait, Christophe, donc le boss, chez Ma Génération, m'avait contacté en décembre dernier. Il m'avait demandé si je pouvais écrire un petit témoignage sur, mon rapport avec Apple, comment c'est arrivé dans ma vie, qu'est-ce qui a fait que j'en ai fait mon métier et cetera. Donc moi, j'étais partie dans l'idée qu'il ferait un petit dossier en ligne, sur les 50 ans d'Apple et en fait non, il préparait un livre et du coup, mon témoignage est dans ce livre. Ça a été une surprise, totale parce que je m'attendais pas du tout à ça. Donc j'ai reçu le livre et voilà, en page 220 ou 222, vous pouvez lire mon petit témoignage sur, un peu ma Madeleine de Proust, par rapport à Apple. Qu'est-ce qui a fait que j'en ai fait mon métier? Et il y a beaucoup d'autres témoignages. Il y a Guillaume Jette notamment qu'on a reçu, Ouais, plusieurs fois dans ce podcast. Il y a plein d'autres gens, de la sphère Apple, française, donc française. c'est vraiment très sympa. Ouais et du coup, c'était un financement participatif ce livre, ça a cartonné. On vous met quand même le lien dans les notes de l'émission. Je vous mettrai également le lien, parce que je ne sais pas si le financement est terminé, mais je pense que oui. Mais en tout cas, on peut commander le livre, sur leur site. Donc voilà, si vous voulez soutenir MacG, et bien n'hésitez pas à acheter ce livre qui est très bien fait, très bien maquetté, belle mise en page, belles images et on retrace comme ça les 50 ans d'Apple. Moi je trouve ça génial, je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils ont eue, donc n'hésitez pas à les soutenir. Écoute, j'ai voulu me le procurer, mais ça revenait excessivement cher, les frais de transport au Canada. Alors, je me suis pas Ah oui. procuré. Je suis content au moins que tu aies pu le faire et que tu aies pu contribuer à cette belle aventure de ma génération. Je sais que ça avait été compliqué dans les derniers mois, mais content de voir que c'est un gros succès. Parlant d'anniversaire, dans le coin de neuf chez Apple, on a un 50 ans d'Apple au 1er avril qui a été fêté. 50 ans de penser différemment. C'est Mmh. fou. Ouais, c'est fou à quel point en fait ça fait alors moi j'ai 45 ans, donc Apple était né avant moi, mais je me dis en fait c'est toute une vie quoi. Enfin c'est pour notre génération en tout cas, on a grandi avec Apple, on a découvert, on a connu le monde avant internet. Enfin je veux dire, on a Ouais, l'impression qu'on est des vieillards en disant ça, mais ouais. on est vraiment une génération, assez, je vais pas dire, exceptionnelle, mais on est quand même la génération qui avons grandi sans internet, sans tablette, sans smartphone, en jouant avec des copains, dans la rue et voilà et puis on a vu internet arriver, on a vu tout ça et donc on a vu Apple grandir, toutes les révolutions qu'il y a eu. Alors, entre guillemets, j'allais dire, mais en fait, non, il y a quand même eu des choses qui ont été quand même Ah oui, assez, incroyables, hein. Le 1er smartphone, enfin le 1er iPhone d'Apple, le 1er la première tablette, enfin tout ce qui le a changé Mac, le monde. iTunes, Ouais, l'aspect, les services aussi qu'Apple maintenant mise beaucoup. Il y a plein de la musique productions, numérique. la musique. C'est juste incroyable tout ce qu'ils nous ont apporté. Et effectivement, il y a une page qui a été faite spécialement pour ça. Il y a le lien dans les notes de l'émission. Là, vous pourrez aller voir là, sur les 50 ans d'Apple. Penser Ouais. différemment, c'est aussi cette année qui vont changer en fait de patron et ça, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission si vous voulez bien nous écouter jusque-là. Je regarde justement de ce qui est arrivé dans les dernières semaines, il y a beaucoup de nouveaux produits. Et d'ailleurs, le premier produit que tu veux parler, je l'ai acheté. Mmh. C'est l'iPhone 17e. Je te laisse en parler, puis je t'expliquerai pourquoi moi je l'ai acheté. Alors oui, on n'a pas fait notre épisode de mars-avril, donc on n'a pas pu vous en parler, mais en effet, Apple a présenté début mars l'iPhone 17e, qui vient remplacer donc le 16e qui était sorti l'an dernier. Alors au niveau des nouveautés, rapidement, on a donc la puce A19 à la place de la puce A18. On a surtout MagSafe qui arrive sur ce modèle et qui est aujourd'hui pour moi un truc indispensable, j'aurais du mal à m'en passer. On a le modem alors dans les trucs très techniques, on a quand même le modem cellulaire, C1X qui est 2 fois plus rapide que sur le modèle précédent. Donc ça, c'est une nouvelle puce en fait, qu'Apple fabrique elle-même désormais et n'est plus dépendante d'un fournisseur. Donc c'est pour ça que j'en parle parce que c'est important. Enfin, Apple devient de plus en plus indépendant, par rapport à ses puces. Hem et il y a, un autre truc qui est très intéressant, je trouve, c'est, au niveau du stockage, on passe de 128 à 256 gigaoctets Ouais. de stockage de base. Donc ça, c'est vraiment un gros gap parce que, pour le même prix, on a le double de stockage et on sait à quel point Apple nous fait
payer cher le stockage. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et on a, au niveau de la photo, au lieu d'avoir le système caméra 2 en 1, on a le Fusion 48 mégapixels. Et donc, l'iPhone 17e, c'est un peu l'iPhone d'entrée de gamme aujourd'hui à 719 €. Selon moi, c'est un très bon iPhone, même si on trouve encore le 16e d'occasion, je vous conseille quand même de prendre le 17e, notamment par rapport au MagSafe et au stockage. Ouais. En fait, j'ai eu l'occasion d'avoir un rabais sur le 17E. Alors, je le recommande. Le 16E, je le recommandais pas. Le 17E, je le recommande le plus possible. Si vous êtes capable d'avoir un rabais, c'est le mieux. En fait, c'est vrai pour n'importe quel produit parce que tout est cher en ce moment. Alors, essayez de gratter un peu des rabais par-ci par-là, ça fait du bien. Alors, l'espace de stockage, le retour de MagSafe qui n'existait pas, c'est vraiment juste incroyable. Et je l'ai acheté pour remplacer un iPhone 11 qui commençait à peiner. Et il peinait pas dans des tâches compliquées, là. Il peinait avec Apple Notes et des listes. Alors, je Mmh. vais te dire que on a vu une différence fulgurante en passant au 17E. En fait, c'est pour ma conjointe. On est passé d'un 11 à un 17E. On a vu des changements incroyables sur des aspects du quotidien. Je ferai le Et je lien. suppose que la batterie du 11 était un peu fatiguée La aussi? batterie du 11 avait été remplacée. Mmh. La batterie du 11 avait été remplacée et c'est pas un iPhone sur lequel il y a plein d'applications, plein de tests qui se font, là. C'est vraiment des trucs quotidiens, là. Fait que tu rappelles, tu Apple Notes, tu sais, la base de la base, et ça devenait excessivement compliqué pour les listes de courses. On cochait une liste de courses, fallait attendre 30 secondes pour que ça se décoche. Eh oui. Ah Alors, oui, oui. Bon là, il est temps de changer, oui. c'est pour ça qu'on l'a changé. Et puis, le MagSafe, c'est une bonne affaire. L'appareil photo, j'avais peur parce que sur le 11, tu sais, il y a 2 objectifs. Il y a le grand angle et il y a l'objectif normal. Et puis non, ça fait très bien le travail. Et puis MagSafe, le stockage. On peut plus avoir un téléphone en bas de 256. C'est compliqué. C'est compliqué, surtout avec des photos qu'on peut traîner depuis l'iPhone 4, l'iPhone 3. C'est fou, là. Oui. Oui, oui, c'est vrai que bon, heureusement, il y a l'optimisation avec iCloud, mais encore faut-il souscrire à iCloud. Mais c'est vrai que l'iPhone 11, il est sorti en 2019, donc il commençait à avoir de l'âge, en fait, même si tu l'avais acheté peut-être jusqu'en 2022, il a été commercialisé. Mais voilà, il y a un moment, en effet, quand on sent que malgré le remplacement de la batterie, eh bien, ça rame ou qu'on peut plus faire les mises à jour, parce que là, c'était aussi le cas. Fallait Tu pouvais supprimer avoir des applis. iOS 26? Oui, il y avait pas de 26, oui, on l'avait. Le problème, c'est que quand il y avait une mise à jour, il fallait désinstaller des applications, retirer du stockage. La mise à jour est arrivée. Il y avait juste 64 gigas. Alors, Eh oui. ça me rappelait exactement ce qu'on avait vécu, toi et moi, avec l'Apple Watch série 3, où Ouais. fallait tout désinstaller, avoir la mise à jour, réinstaller. C'était un peu n'importe quoi. Alors, retenez bien cette information parce qu'elle est in- ultra importante. Un iPhone, après 6 ans, à peu près 7 ans, c'était compliqué pour de l'usage de base. Je te laisse continuer sur la liste de produits. Ben, je voulais aussi te dire que ma sœur a le même problème avec son iPhone 12, c'est qu'en fait 64 gigaoctets de stockage, elle est obligée de supprimer des apps pour, faire les mises à jour. Donc, en effet, quand je dis que c'est une très bonne nouvelle que le stockage soit doublé, Ouais. en entrée de gamme, c'est aussi une bonne nouvelle, pas forcément pour stocker des données en plus, c'est aussi pour que globalement au quotidien, quand vous faites des mises à jour, quand vous installez des grosses applis, vous devez pas jongler avec tout ça. En fait, vous retrouvez une légèreté dans l'utilisation qui est importante, même 5 ans, 6 ans ou 7 ans après. Donc ça, c'est pas pour rien qu'on vous dit de mettre l'argent, dans le stockage ou dans la RAM, plutôt que dans un modèle supérieur, parce qu'à l'usage, c'est ça qui est rentable au final, quoi. Enfin qui est C'est surtout au aussi moins, le- confortable, quoi. la mémoire cache des applications. Vous avez juste à Mmh. installer Facebook, Instagram, et puis rapidement, dans quelques mois, vous avez presque 20 gigs de prix. 20 gigs, là, sur 64 gigs, c'est beaucoup d'espace pour faire des médias sociaux, t'imagines? Alors, tu sais, c'est le type Mmh. d'exemple qu'il faut faire C'est attention ça. pour le stockage. Achetez le plus de stockage que vous pouvez à l'achat, parce que même si c'est intéressant, les espèces de petites clés USB ou les trucs SSD qu'on branche dans le dos d'un iPhone, ça remplacera jamais le confort d'avoir le stockage de base directement. Mmh. Alors on passe à l'iPad Air qui s'offre une nouvelle puce M4 avec, bonne nouvelle aussi, on passe au Wi-Fi 7 et
au niveau de la mémoire unifiée, donc ce qu'on appelait la RAM avant, on passe de 8 Go à 12 Go. Donc ça, c'est une belle évolution pour l'iPad Air M4. Je vous ai mis dans les notes de l'émission, vous trouverez le lien direct comparatif avec l'iPad Air M3 pour toutes les nouveautés dont je vais vous parler. Vous aurez ça. Alors euh, au niveau connexion, au niveau esthétisme et tout, il n'y a pas d'autres nouveautés. On a Non. vraiment la nouvelle puce, le Wi-Fi 7 et plus de mémoire unifiée. Donc ça, c'est bien. C'est une évolution assez attendue, on va dire, mais qui est toujours bonne à prendre en fait d'une année à l'autre. Et on a un prix d'entrée de gamme à 669 €. Moi, j'ai le M2, j'ai le iPad Air 13 pouces M2, qui est finalement avec 8 GB de RAM, et je vous le dis, ça lag. Je l'utilise, moi, je suis un utilisateur très, très, très avancé de mon iPad. 13 pouces, ça remplace un portable pour moi. Je me connecte à distance, mais quand on commence à jouer avec les fenêtres, parce qu'on peut le faire maintenant avec iPadOS, là, il y a des lags. Alors, si vous pensiez peut-être avoir un M3 ou un M2 pas trop cher en rabais, ça risque d'être compliqué pour le garder très longtemps. Allez-y, peut-être, si vous pouvez vous le permettre dans le M4 tout de suite pour avoir plus de RAM pour que ça lag moins. Oui. Et puis les gens qui ont ton profil plutôt intelligence artificielle, développement, multi-apps et tout, iPad Pro, du coup. Ouais, mais c'est le double pratiquement du prix. Alors, à un moment Bah oui, c'est donné, ça. Là, la gamme Pro, la différence entre la gamme grand public et la gamme Pro, on le sent bien au niveau des prix. Quand je vais vous dire les prix des MacBook Pro M5, là, vous allez... quand j'ai vu ça, j'avais un peu oublié le prix des MacBook Pro parce que pour moi, MacBook Pro, c'était quoi? 2000, 2500 €. ben, Et quand je vois le prix des modèles M5 Max, waouh, on dépasse les 4000 €, c'est assez énorme j'ai eu pour un ordinateur portable. J'ai eu la claque, moi aussi, parce que mon iPad Air 13 pouces, je peux plus descendre en bas de 13 pouces pour un iPad, probablement à cause de mon âge. Et puis, il y a juste le Air ou le Pro. Alors, je me suis dit, ah ouais, alors là, il lag. Je vais aller tout de suite au Pro. Ouf! J'ai été freiné dans mon élan. Dans les iPad Pro, ça commence à coûter très, très cher en 13 Ouais, pouces. c'est ça. Donc on arrive au MacBook Pro M5 qui passe donc en M5 Pro et M5 Max. Alors c'est un peu dur à dire, hein, MacBook Pro, M5 Pro. Ouais, Ça fait beaucoup de Pro dans tout ça. Alors au niveau du coup le Pro. du MacBook Pro M5 Pro, faut pas que je me plante. Le- MacBook Pro M5 Pro, on a donc la nouvelle puce bien sûr M5 Pro, on a 1 Teraoctet de stockage en entrée de gamme au lieu de 512 gigaoctets. Donc l'entrée de gamme, le stockage d'entrée de gamme est doublé. Donc comme pour l'iPhone 17e. Donc ça c'est aussi toujours bon à prendre. On a une option à 64 gigaoctets de mémoire unifiée au lieu de 48 avant. Donc là encore, les options d'entrée de personnalisation de votre MacBook Pro, elles augmentent et ça, c'est pas plus mal. Franchement, que ce soit le stockage entrée de gamme ou les options comme ça qui vont plus loin, bah, c'est pas mal pour garder votre Mac encore plus longtemps. Mhm. Et sur tous les modèles en fait dont on va parler, on passe en Wi-Fi 7 et en Bluetooth 6. Alors par contre, Apple ne fournit plus d'adaptateur secteur. Oh! Ouais. À ce prix-là, j'aime pas ça. Oui, c'est un peu dur à avaler, on va pas se mentir. Surtout que les adaptateurs secteurs des MacBook Pro, c'était des gros adaptateurs secteurs, Ouais, c'était des 60 watts ou ouais. voilà, donc c'était bien pratique pour recharger tout le reste des appareils. Donc là, on n'en a plus, donc faut soit utiliser un adaptateur que vous avez déjà chez vous, USB-C, hein, ou sinon, il faut en acheter un en plus. Donc en effet, à ce prix-là, ça fait un peu mal. Je pense que c'est un choix comme pour les iPhones, en fait, il y a plus d'adaptateur secteur, comme pour les iPads. Donc voilà, c'est devenu un peu la norme, de nous en donner de moins en moins, en se disant: «Non, mais c'est bon, ils en ont un chez eux, on va faire ça, c'est plus écolo, ça améliore le bilan neutre Ma, ma conjointe, qu'Apple vise». ma conjointe, quand elle a ouvert la boîte du 17E, elle a dit, mais il y a juste le téléphone, Mathieu. Ouais, il y a que le téléphone maintenant. Ben, il y a plus d'écouteurs, il y a plus de chargeur. Je dis, Il y non, a le câble quand même, j'espère? Oui, il y avait le câble, c'est tout. Ouais. Puis, la déception la plus totale, c'est quand elle a su qu'il y avait plus l'autocollant. Je te dis Mmh. maintenant, il y a plus l'autocollant.
On en est où, Audrey, s'il n'y a plus les autocollants? Qu'est-ce qu'on fait pour prouver aux gens qu'on a des produits Apple sur nos autos? Comment on fait? Ben, on va devoir fabriquer des autocollants Apple différemment et les vendre. Ouais. Et on va un peu ruiner le bilan carbone de notre podcast. Mais oui, bah, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'accessoires avant. Donc là, voilà, les MacBook Pro sans adaptateur secteur, que ce soit les modèles 14 pouces ou 16 pouces, hein, c'est niet. Au niveau du MacBook Pro M5 Max, donc la puce la plus puissante, donc bien évidemment, nouvelle puce. Attachez-vous pour le prix. Attachez-vous. Allez, continue. Attachez-vous. On a 2 téraoctets de stockage d'entrée de gamme. Donc c'est quand même déjà une belle bête, hein, Ouais. au lieu de 1 Tera sur le modèle précédent. Donc là aussi, le stockage et entrée de gamme est doublé. Donc Wi-Fi 7, Bluetooth 6, pas d'adaptateur secteur. Donc voilà, pareil. Et au niveau des prix, en 14 pouces, le M5 Pro, on est à 2 500 €. En 16 pouces, on est à 3 000 €. Et sur la version M5 Max, donc c'est quand même la puce la plus puissante qui existe actuellement, donc c'est pas non plus nécessaire pour tout le monde. On est quand même à 4 200 € le 14 pouces et 4 500 € le 16 pouces. Bon, c'est pour des professionnels. Ouais, c'est pour des... Bon, on va remettre ça en perspective parce qu'on n'arrête pas de chipoter sur le prix, mais c'est quand tu achètes cette gamme de prix-là, c'est vraiment pour c'est vraiment pour une démarche où tu gagnes du temps, ça va plus vite quand tu travailles, tu as plus d'espace, c'est plus confortable. Fait que, de facto, c'est pour plus des compagnies peut-être, c'est plus pour des professionnels qui vont rentabiliser ces prix-là. Je pense pas que ça s'adresse pour tout le monde, de toute façon. Oui, et puis si vous voulez absolument un MacBook Pro, il y a quand même le MacBook Pro M5 qui, lui, n'a pas évolué encore, mais qui est toujours vendu et qui est moins cher. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un M5 Pro ou un M5 Max. Vous pouvez prendre juste un M5. Ouais. Ça sera déjà très, très bien. Et à comparer avec le nouveau MacBook Air M5, justement, qui vient de sortir, qui évolue bien aussi, lui, puisque donc, en plus de la puce M5, on a le stockage qui est doublé en entrée de gamme. Donc, vous voyez qu'en fait, cette évolution, elle est quasiment sur toutes les nouveautés là qu'on vous présente. C'est l'entrée de gamme avec un stockage doublé, sauf sur l'iPad Air, malheureusement. Mais voilà, on est en 512 gigaoctets en entrée de gamme sur le MacBook Air, ce que je trouve vraiment très, très bien. Ouais. Au lieu de 256, ça commençait à être problématique. On a également le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et on a perdu l'adaptateur secteur en route. Je le précise parce que voilà, c'est quand même un peu bon, les prix sont toujours abordables hein, pour un MacBook Air. On est en 13 pouces, on est à 1 200 € et en 15 pouces, on est à 1 500 €. Donc 1 200 € pour un MacBook Air 13 pouces avec une puce M5, 512 gigas de stockage, etc. C'est quand même un très bon rapport qualité-prix qui vous durera plusieurs années, etc. Mais voilà, bon. On a toujours le petit côté un peu pingre d'Apple qui ressort. En même temps, je te dirais, tu sais, pour retourner, là, présentement, si on voit sur mon bureau, là, je te le montre à l'écran, personne ne le voit, fait que c'est pas très bon pour un podcast audio, mais tu sais, ça, c'est la boîte du iPhone. Quand tu retournes les produits chez Apple, ils te demandent pas l'adaptateur. Fait qu'ils partent du principe qu'on reste dans la famille, alors qu'on renvoie, on garde les adaptateurs, on vit avec. En fait, j'essaie de défendre. En fait, moi, là, je vous donne l'info parce que c'est une info importante. Personnellement, moi, il y a un moment, avant, quand Apple fournissait des adaptateurs secteur avec les iPhones, j'ai fait le tour de chez moi, de mes tiroirs, je me suis retrouvée avec 4 ou 5 adaptateurs, les tout plats. Ouais. Et je me suis dit, en fait, c'est des trucs qui sont produits qui ne servent pas. Donc, moi, je trouve pas ça choquant. C'est mon avis perso, parce qu'aujourd'hui, je dois avoir chez moi 2-3 adaptateurs encore que j'achète. Je vais te montrer, qui sont comme ça. Oui, mais à l'audio, c'est les... OK, ouais, c'est ça, c'est les gros carrés. Des petits adaptateurs secteur, 20 watts ou 40 watts en cœur, U-Green, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est des choses que, grâce à l'adoption de l'USB-C, j'espère, on pourra les utiliser encore dans 5 ans, 10 ans. Parce que c'est ça le but au final. Donc, personnellement, ça me choque pas. Je trouve ça un peu dommage qu'Apple, du coup, ne dise pas oui, alors, il y a plus d'adaptateur secteur, mais on vous fait un prix. Si vous en achetez un, on vous fait une réduction. Ça peut arriver. Tu vois, tu mets un MacBook Air dans ton panier, il pourrait dire, achetez un adaptateur secteur si vous en avez besoin et on vous le fait à moitié prix. Enfin, il pourrait y avoir un geste commercial, mais c'est pas trop le genre d'Apple.
Non, Donc voilà. non. Donc bon, c'est comme ça. Moi, je vous donne l'info. Après, chacun son point de vue. Mais bon. Et puis tu vois, typiquement, moi, chez moi, à la maison, les prises où je branche mon iPad, où je branche des choses comme ça, j'ai même plus d'adaptateur. J'achète des prises. Tu sais, je défais la prise d'origine, puis je mets la prise qui a l'USB-C dessus, l'USB-A direct, avec quelques prises pour secteur, et puis je visse ça dans les murs. C'est rare vraiment dans la maison où je me déplace avec mon chargeur. J'en ai un, je me prends, tu sais, je le garde dans mon sac, et puis c'est seulement en mobilité les très rares fois que je le sors. Fait qu'en même temps, hein, comme tu dis, on achète ce qui s'adapte le mieux à la maison, et peut-être qu'Apple était peut-être pas sur ce terrain-là depuis quelques années. Par contre, je voudrais juste vous faire une petite recommandation. Si vous pouvez acheter des ordinateurs avec un petit peu plus de RAM que ce qui est de base, surtout pour le MacBook Air, faites-le. Si vous pouvez vous le permettre, faites-le. C'est quand même assez essentiel avec tous les outils. Je parle pas forcément d'intelligence artificielle, là. Je parle juste des mises à jour et des produits, là. Si vous voulez le garder longtemps, plus de RAM que vous pouvez acheter, le mieux ce sera. 16, c'est correct, c'est plus 8, mais c'est quand même le de base. Je recommande, si vous pouvez, 24, ça serait bien. Oui, c'est ça en fait, parce que le MacBook Air, d'entrée de gamme, il est à 16 gigaoctets de mémoire unifiée. Vous avez des options pour avoir 24 ou 32. Et vous avez également des options de stockage. Vous pouvez monter jusqu'à 4 Tera. C'est vraiment pas mal pour un MacBook Air. Et en fait, dites-vous juste, est-ce que je changerai de MacBook Air dans 5 ans parce que j'avais pris que 16 gigas de RAM et du coup, je suis limitée, ou est-ce que je veux garder mon MacBook Air le plus longtemps possible? Et à ce moment-là, je prends une option à 24 ou 32 gigas de mémoire, en sachant que macOS 27, avec l'intégration de Gemini, puisque Apple a conclu un accord avec Google pour intégrer l'IA de Google, donc Gemini. À mon avis, là, il va y avoir de la consommation de RAM, c'est clair. Donc, si vous changez de Mac maintenant, pensez à ça. Pensez à la prochaine version de macOS qui sera certainement beaucoup plus gourmande en mémoire vive. De toute façon, ça a toujours traditionnellement été gagnant d'acheter plus de RAM depuis... Je pense que ça fait 8 ans ou 10 ans qu'on le dit, ouais. Ouais, c'est ça. Ça a toujours été un peu... Réécoutez le premier épisode d'Apple différemment, vous disiez déjà ça. Et ça, c'est vraiment un conseil constant et pérenne, puisqu'en fait, on ne regrette jamais d'avoir pris plus de RAM. L'autre MacBook qui a fait polémique, qui est Qui a arrivé... fait polémique, alors je dirais pas polémique, mais qui a surpris quand même beaucoup de monde, c'est le petit MacBook Neo, dont j'avais hâte de vous parler. J'ai même pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube à ce propos. Je sais pas ce que je fabrique, mais en tout cas, je trouve ça vraiment très bien qu'Apple ait sorti un MacBook d'entrée de gamme grand public à 699 €. C'est le prix en France. Je crois qu'il est plus cher chez toi. Mais le MacBook Neo, donc en fait, c'est un petit portable que vous avez dû voir passer les pubs parce que ça n'arrête pas. C'est un petit portable c'est un portable de 13 pouces, avec un écran liquide Retina, donc un bel écran, 16 heures d'autonomie. Il est disponible en 4 couleurs, donc des couleurs très vives, très colorées. Il embarque, et c'est le premier Mac à embarquer, une puce A18 Pro. Donc c'est la puce issue de l'iPhone. L'iPhone, ouais. Je pense que c'est des puces qui sont restées en stock, ou je sais pas, il y a dû avoir un surplus. En fait, Non, c'est quoi la... En fait, lorsque un fournisseur de processeurs fait des processeurs, il y a tout le temps des processeurs avec des problèmes dans des puces. Bien souvent des cœurs, admettons, là, je pense que c'est les GPU ou CPU, mais c'est comment est-ce que je vais te dire là? C'est que quand il produit des puces avec, mettons, 6 cœurs à l'intérieur, des fois, il y a des retailles, comme mon père était boulanger, alors il faisait des retailles de pâtes. Il y a des retailles où il n'y a pas autant de GPU ou de CPU qu'il devrait. Alors, c'est pour ça que sur le Neo, il n'y a pas autant de, je pense, c'est CPU ou GPU que l'iPhone normal, parce que c'est les processeurs qui ne passaient pas le test, le barème de sécurité, de conformité pour l'iPhone. Alors, le reste de ces processeurs-là, habituellement, est jeté. Alors là, ils les ont récupérés. Le problème avec ça, c'est que vous vous retrouvez peut-être pas avec exactement le même composant informatique que l'iPhone. Et l'autre problème qu'il peut avoir avec ça, c'est que ça fonctionne bien du moment où tu as encore des restes. Parce que si ton produit est un succès monstre et que tu n'as plus de restes,
On fait Mmh. comment? On met les vrais produits dedans. Alors là, c'est plus le même prix, le même tarif. Et je viens de regarder. Tu vois, au Canada, il est à 800 dollars canadiens. Si je le mets en euros, il est beaucoup moins cher chez nous que chez vous. Tu vois, Oui, parce que nous, 680. on a Ouais, la TVA, nous. ouais, c'est vrai, il faut rajouter 15%. 20% quand même. Ou c'est 15. 20%. C'est 15. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus cher. Mais bref, je te laisse continuer avec ton petit favori. Donc en gros, c'est un MacBook, donc le MacBook Neo, c'est un MacBook qui a été conçu, alors peut-être avec des restes de puces. J'ai vu un truc passer aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en parle. Mais en gros, c'est un MacBook pour tous les gens qui voulaient acheter un Mac, mais qui n'avaient pas forcément le budget pour un MacBook Air, puisque MacBook Air, 1200 € quand même d'entrée de gamme. Donc là, on passe de 699 à 1200 €. Donc c'est pas du tout le même budget et c'est un succès monstre parce Ouais. que en fait sa cible principale, ça va être les étudiants bien sûr, les gens qui tiennent, qui ont qui ont une activité en ligne par exemple ou un commerce et qui ont besoin de faire des factures électroniques, qui ont besoin de faire, d'avoir un logiciel de caisse, qui ont besoin de faire juste du mail et du web, par exemple. Eh bien, ce MacBook Neo, en fait, il est juste idéal pour tout ce qui est activité de base, donc c'est-à-dire, du mail, du web, des applications métiers, des choses assez, pas très gourmandes en énergie, mais qui nécessitent d'avoir un ordinateur et il y a plein de choses qu'on peut pas faire encore à l'heure actuelle sur un iPhone ou un iPad, donc avoir un Mac pour ça, c'est très bien. Je pense que c'est ce qui fait son succès et c'est en effet le seul Mac qui est équipé une puce d'iPhone et non pas une puce de la série, M, donc M1, M2, M3 et cetera Fait que c'est ça, et c'est vraiment bridé. C'est un CPU 6 cœurs et GPU sur l'iPhone 16, c'est GPU 6 cœurs, mais là, c'est le GPU qui est bridé. Et c'est pas parce que Apple voulait le brider, c'est comme je vous dis, quand le fondeur, là, c'est le métier c'est la compagnie qui fait le processeur, ils fondent du métal, ils fondent des processeurs. Des fois, il y a des processeurs qui passent pas le cap des spécifications qu'Apple a imposées. Alors, les restes, avant, ils les jetaient. Là, ils les ont récupérés. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec le même processeur que l'iPhone 16, mais avec un GPU de moins. C'est ça la grosse c'est ça. distinction. Oui, donc c'est pas sur le MacBook Neo que vous allez faire tourner des jeux vidéo, des choses comme ça, mais moi, je peux t'assurer que sur les 300-400 clients que j'ai formés, avant d'avoir ma plateforme de formation, que je formais directement à domicile, je pense que 90 des gens, auraient utilisé un MacBook Neo sans problème parce qu'en fait, globalement, ce qu'ils faisaient, c'était du mail, du web, des déclarations en ligne, envoyer des messages, consulter, aller faire un ou 2 tableaux, dans Numbers et puis, quelques courriers dans Pages. C'est même si tu as un GPU en moins, en fait, dans ces cas-là, tu t'en fous complètement et c'est moi, je trouve ça vraiment super qu'Apple ait fait un produit qui permet de switcher, par exemple, d'un PC à un Mac, parce que c'est aussi la deuxième cible, c'est aussi ce qu'on appelait les switchers avant. Donc Voilà. c'est quand Apple faisait toutes sa ses campagnes de pub sur: «Je suis un Mac, je suis un PC», Ouais, on retombe un peu dans ça, dans le sens où, tous les gens qui ont un PC et qui en ont marre des virus et cetera, ils vont se dire: «Tiens, je passerai bien chez Apple». Bah oui, mais 1 200 € un MacBook Air, c'est cher. Ah il y a le MacBook Neo à 700 €, eh bien, je vais tenter. Et là, on exact. n'est pas loin, voilà. Donc moi, je pense que comparer le MacBook Neo au MacBook Air, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est pas des produits qu'il faut mettre en concurrence. Je pense qu'il faut mettre, un PC sous Windows à 700 € en face du MacBook Neo et faire un vrai comparatif. Mais voilà, globalement, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça très bien que ce modèle existe dans la gamme, de Mac et comme ça, on a vraiment tous les prix et on l'a vu là avec toutes ces nouveautés qu'on passe de 700 € à 5 000 €, pour un Mac portable et une gamme, vachement étendue avec vachement d'options, c'est toujours bien pour, mieux gérer son budget. Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup de débats sur Internet avec ce Mac-là. Moi, je le recommande pas. Je le recommande pas parce que 8 gigs de RAM, c'est catastrophique. Alors, il y a des démos qui ont montré qu'on peut faire plein de trucs et puis ne voyez pas ici de l'élitisme quand je vous dis ça, mais 8 gigs de RAM en 2027, c'est une catastrophe. C'est pas une pingrerie d'Apple, c'est parce que c'est les restes de iPhone qu'ils avaient et les restes de iPhone qu'ils avaient étaient en 8 gigs de RAM. Le prochain Neo sera sûrement avec plus de RAM parce que ce sera les restes du prochain iPhone qui aura plus de RAM.
Il y a le principe aussi du premier produit de ligne d'Apple. Généralement, c'est un peu compliqué le premier. Alors, si vous avez vraiment besoin d'un Mac en ce moment, si vous avez vraiment besoin d'un Mac, c'est que déjà vous vous posez la question et vous connaissez et vous savez ce que vous allez en faire. Alors, c'est peut-être pas pour vous. Si vous avez déjà un Mac en ce moment à la maison, un M1, achetez pas ça. Si vous avez un M2, achetez pas ça. C'est vraiment pas fait pour vous. Mais comme le dit Audrey, si vous avez un vieux Acer, un vieux Asus tout pourri qui craque dans le coin et puis qui fait encore très bien et que vous voudriez avoir un compagnon à votre iPhone que vous avez acheté, c'est peut-être le bon produit pour vous. En fait, c'est le produit pour les gens qui n'ont jamais eu de Mac. C'est le pied à l'étrier. Mais sachez toutefois que vous achetez pas ça pour 10 ans. C'est vraiment un produit qui va mal vieillir, même si vous avez vu des tests sur Internet, même si, je vous ai dit tout à l'heure, retenez l'information que mon iPad Air M2, en ce moment, avec juste 8 GB de RAM, est lent et il lag. C'était pas pour rien que je vous l'avais dit, c'était exactement pour le MacBook Neo. Une fois que c'est dit, c'est vraiment un produit pour des gens qui font 2-3 usages d'un ordinateur, qui ont un vieux Acer, puis qui ont un iPhone, puis qui ont de la misère à transférer des photos, qui veulent faire du iMessage, qui veulent peut-être utiliser les notes sur un ordinateur avec un clavier, que ça devient trop cher d'acheter un iPad et puis que de toute façon, on peut pas tout installer ce qu'on veut sur un iPad. Pour ça, oui, c'est un produit correct. Mais, comme je vous dis, peut-être attendez le Neo 2, qui sera comme ce que le 16E a été, un coup d'essai, puis après ça, on a été avec la version après qui avait toutes les fonctionnalités. Si vous pouvez attendre, attendez. Si vous pouvez vous trouver, parce qu'au Canada, parce que tu vas en parler, là, mais l'entrée de gamme, il y a juste 256 gigs de stockage, ce qui, à mon avis, n'est vraiment pas assez. Il faut aller sur le 512 qui est à 1000 $ canadiens et pour 1000 $ canadiens sur l'App Store, aujourd'hui, dans le refurbish, tu peux avoir du M4 iPad Air. Et ça, c'est beaucoup mieux d'avoir ce genre de produit-là dans ces prix-là. Mais je l'ai testé en boutique. C'est un produit excessivement qualitatif. L'ordinateur en aluminium, les touches, le pavé, l'écran, même l'écran, si c'est pas le même que tu sais, il y a des grosses bordures, oui. Mais c'est excessivement qualitatif. C'est de la qualité Apple. Alors, si vous n'avez jamais été là-dedans et que vous avez un vieux Acer en plastique tout pourri, c'est l'ordinateur pour vous parce que probablement que vous verrez un gros gain de performance de toute façon. Ouais, et puis, alors, je comprends ton avis. Je suis pas forcément d'accord, mais je comprends ce que tu dis. Parce que pour quelques centaines de dollars de plus, on peut avoir un MacBook Air en refurbish, etc. Moi, je pense qu'Apple vend le MacBook Neo à 699 € et que les gens ne prennent pas l'option 512 Go. En fait, ils achètent un ordinateur, un Mac à Le pas moins cher, cher. ouais, à pas cher. Parce que ça se trouve, ça fait 5 ans ou 10 ans qu'ils utilisent qu'un iPhone et qui n'ont pas d'ordinateur chez eux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'ordinateur chez eux. Donc, un ordinateur qui coûte moins cher qu'un iPhone, parce que on l'a dit tout à l'heure, l'iPhone 17E, c'est 719 €. Donc là, on se retrouve quand même avec un Mac, avec un vrai clavier, avec une webcam, avec du stockage, avec une puce. Alors, c'est une puce d'iPhone, mais je suis sûre que la A18 Pro, elle est plus puissante que la M1, en fait. Donc, si tu veux, je pense que c'est toujours une question d'usage. Ouais. Et aujourd'hui, avoir un Mac à 700 €, moi, je connais plein de gens qui seraient hyper contents pour, en fait, mettre aussi leur iPhone de côté et moins user la batterie de leur iPhone. Au lieu d'être à des temps d'écran de 8 heures par jour sur leur iPhone, bah, ils vont un peu décharger l'utilisation de leur iPhone et puis se mettre sur leur MacBook Neo. Ils vont pouvoir regarder des séries, ils vont pouvoir regarder des films. Moi, je trouve que pour le prix d'un iPhone, et encore moins cher qu'un iPhone, je trouve que c'est un Mac qui a raison d'exister. Moi, j'utilise un iMac avec 16 Go de RAM depuis, je regardais là, iMac M1 2021. Donc ça fait plus de 5 ans. Je n'ai jamais saturé ma RAM alors que je fais du montage vidéo pour YouTube, alors que j'utilise là, j'ai plein d'applications ouvertes. Donc je pense que c'est vraiment lié aux usages. Je pense que c'est je pense que c'est pas je comprends, quand tu dis que 8 gigas de RAM, dans quelques années, enfin, que c'est pas bien d'acheter ça en 2026, mais encore une fois, ça dépend des usages. Il y a des gens qui font que de l'internet, en fait, qui vont que sur Safari et qui n'auront jamais plus de 5 applis ouvertes en même temps
Et pour ces gens-là, en fait, un MacBook Neo, ça peut être très, très, très bien, quoi, tu vois? Ouais. Donc, techniquement, je comprends ton approche. Moi, c'est pour ça que je dis qu'au final, je trouve ça très bien qu'il existe et que les gens aient le choix, en fait. Absolument. Et puis, comme je vous dis, hein, quand vous l'avez dans les mains, vous n'avez pas l'air d'avoir un produit à rabais. Vous avez Mmh. vraiment la sensation d'avoir un produit Apple très bien fait. Il y a le souci du détail. Alors, ils sont en plusieurs couleurs. Et puis, les petits patins en dessous sont dans la même couleur que le Mac. Les touches de clavier sont dans la même couleur. Ça s'adresse tout simplement pas à moi, ça c'est clair. Et puis, je voudrais dire à ceux à qui ça s'adresse, c'est peut-être pas les gens qui en ont déjà un. Parce qu'ils risquent d'avoir une expérience, en fait, pas identique à ce qu'ils... Tu sais, si t'as tout de suite un M2 aujourd'hui ou un M3, tu vas peut-être pas avoir la même expérience. Le truc est pas pareil. Mais une fois que c'est dit, tu sais, c'est un Mmh. produit ultra qualité. En tout cas, si je repense à la Audrey qui avait 16-17 ans et qui rêvait d'avoir un Mac, eh bien, je pense que j'aurais été très, très, très heureuse d'avoir un MacBook Neo. Franchement, voilà, c'est bon bref, je suis contente. En plus, Apple avec, cette campagne de pub, ils nous ont sorti le Little Finder Guy, donc une petite mascotte, avec le visage du Finder, Joufflu. qui me fait tout joufflu. Alors je trouve ça un peu dommage qu'il l'ait genré, mais bon, il est bleu, donc voilà, c'est un garçon. Je trouve ça mais en tout cas, il est très mignon. Vous avez dû le voir passer. On vous partagera, j'ai retrouvé une photo là avec pas mal d'expressions différentes de cette mascotte. Je l'ai partagée sur mon compte, Thread et puis on vous le mettra sur le compte, d'Apple Div sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, cette petite mascotte d'Apple, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose comme ça, à se mettre sous la dent. Donc je trouve ça vraiment sympa qu'ils aient, rendu, le MacBook Neo. En plus, ils font des vidéos avec des petites astuces, des choses que les gens qui ont jamais eu de Mac vont découvrir. Enfin, je trouve ça assez ludique et sympa. Donc, c'est toujours, en fait, ça désacralise un peu Apple, du genre on est les meilleurs, on est les plus beaux, tout ce qu'on fait, c'est génial. Mettre une petite mascotte comme ça, je trouve ça vraiment, ça humanise un peu, ça fait du bien. Ouais, ça retire du caractère d'élitisme qu'il peut avoir autour de l'aura d'Apple, effectivement. Et puis, tu disais aussi que on avait d'autres produits aussi, je pense, dans ta liste que tu avais mentionné. Ouais, on a aussi les nouveaux AirPods Max. Alors 2, pour moi, c'est les 3. C'est la version 3, mais ils Pour l'ont Apple, annoncé c'est comme les la deux. version 2. Ils t'ont pas Ouais. écouté. C'est surtout qu'ils ont sorti l'AirPod Max le premier, qui était en Lightning, et l'an dernier, ils ont sorti une version en USB-C. Il y avait que ça qui avait changé. Mhm. Donc pour moi, c'était la version 2. Et là, ils ont sorti une nouvelle version, donc c'est la version 2 officiellement, mais c'est vraiment la 3e génération d'AirPods Max. Et en fait, on retrouve tout ce qu'ils avaient intégré dans les AirPods 3, les AirPods Pro 3, pardon, avec donc la puce H2, avec une meilleure réduction active du bruit, avec l'audio adaptatif, la détection des conversations, la réduction des sons forts et la traduction en direct. Donc en fait, tout ce qui a été présenté, qui était génial et dont tu avais parlé d'ailleurs, sur les AirPods Pro 3, c'est maintenant dans les AirPods Max 2. Alors je vous le rappelle, hein, les AirPods Max, c'est un casque, hein, c'est vraiment un casque qui se dépose autour des oreilles, donc qui englobe l'oreille, donc pour une j'allais dire, c'est presque un casque, oui, c'est un casque haut de gamme, hein, on peut le dire à Oh, ouais, à ce prix-là, 580 ouais. À €. ce prix-là, ouais. Voilà, 580 €, c'est du haut de gamme, mais en tout cas, c'est bien qu'Apple continue de le faire évoluer en intégrant, les nouveautés logicielles et en intégrant les nouveautés, techniques et les nouvelles puces. Donc ça, c'est aussi bien que ça évolue. Apple, alors je l'ai pas noté, mais Apple a présenté aussi des nouveaux écrans, Ouais. display, Pro et display XDR. Alors ça, c'est vraiment réservé aux pros, donc je vais pas m'étaler là-dessus, parce que c'est des écrans qui coûtent 2 000-3 000 €, donc c'est vraiment soit pour des gens qui veulent vraiment se faire plaisir ou soit pour les pros de l'image, du graphisme et cetera. Pour les AirPods Max 2, si vous voulez un test vraiment incroyable, allez sur YouTube et allez chercher Pepe Garcia. Il a fait le test des AirPods Max 2. À un moment donné, il met des micros sur chacune de ses oreilles à l'intérieur des AirPods Max 2 pour voir un peu la réduction de bruit. Et j'avais eu ce constat-là quand j'ai fait le test sur ma chaîne des AirPods Pro 3. Si vous
vous avez la réduction de bruit et que vous marchez dans la rue, faites attention. C'est très, très dangereux. Vous êtes vraiment isolé, c'est hallucinant. Alors, vous allez pouvoir l'écouter et voir ce que ça donne, la réduction de bruit. Pour ceux qui n'ont jamais testé ça, c'est bluffant. Pour vrai, c'est bluffant. Et puis, c'est intéressant aussi de pouvoir, des fois, pour certaines personnes, je pense les gens qui vont travailler dans des open space ou des choses comme ça, ces casques-là, c'est vraiment un investissement pour votre qualité de travail. Vous allez pouvoir vous reconcentrer, même s'il y a une foule autour de vous. C'est juste stupéfiant. Puis la qualité sonore est effectivement au rendez-vous. Alors, allez voir cette vidéo de Pépé Garcia. C'est toujours très bien fait. C'est très long et très détaillé, mais allez-y. Ah oui, c'est comme des bouchons. Ouais, tu me montres des bouchons. C'est exactement En fait, comme je suis ça. en train de montrer, parce que moi j'ai des voisins assez bruyants, là d'ailleurs je les entends, et ça m'arrive souvent quand je travaille malheureusement, de mettre des boules caisses parce que j'ai du mal à me concentrer quand il y a beaucoup de bruit, donc je confirme qu'avoir un bon casque avec réduction active du bruit en open space, ça marche. Et si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez acheter... Des bouchons. Si vous n'avez pas 600 € à mettre, bah voilà, vous pouvez acheter des boules caisses et ça coûte 2 € et ça marche aussi bien quand on veut vraiment être dans le silence. Bon, c'était une petite blague, mais voilà, j'en ai toujours sur mon bureau, donc comme quoi ça marche. En ces temps incertains au niveau des budgets de tout le monde en ce moment, ben vous pouvez soit acheter des bouchons boule caisse ou acheter des AirPods Pro 3, c'est à vous de choisir. On vous donne toutes les options pour avoir la tranquillité. C'est ça. Bon, en tout cas, je voulais vous dire aussi que bon, toutes ces nouveautés ont été présentées en mars, donc on est à la bourre. Ne nous lynchez pas dans les commentaires d'Apple Podcast. On est en retard, on le sait, mais je me suis dit ça serait quand même dommage de pas parler de toutes ces nouveautés, Ouais. parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et on a aussi eu la date de la WWDC 2026, donc qui se tiendra la semaine du 8 juin. Et comme chaque année, on vous le rappelle, hein, c'est la semaine des conférences des développeurs Apple, où en gros vont être présentées les prochaines versions des OS, donc Logiciel. iOS 27, logiciel, ouais, iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, et puis WatchOS 27, enfin toute la famille, les nouvelles versions. Et je pense fortement, d'après ce que j'ai lu, et je pense que c'est vrai, qu'on va avoir une version un peu comme disait ma génération à la Snow Leopard. Si vous avez connu macOS 10 Snow Leopard, c'était une version améliorée de Leopard. Et en fait, c'est surtout que c'était Snow Leopard, c'était la version sans bug en fait C'est ça, c'est ça. de Leopard, qui était très bien mais très buggée, je m'en souviens. Et quand ils ont sorti Snow Leopard, ils avaient fait un ménage, un nettoyage de fond, une amélioration de fond pour ne pas avoir, pour régler tous les bugs. Et on l'a dit toute l'année, je pense que iOS 26 et cetera était pas mal buggé en termes d'affichage, en termes de voilà, des choses. Cette année, ça a été fort quand même. Donc espérons que les versions 27 règlent tout ça. Donc je pense que les grosses nouveautés, en gros, ça va être de l'amélioration et l'intégration de Gemini. Je pense que ça va surtout se porter là-dessus, étant donné qu'ils ont revu les interfaces l'an dernier. Voilà, pour moi, ça va être enfin de l'optimisation au niveau des bugs et puis l'intégration de l'intelligence artificielle. Je pense qu'ils vont en mettre partout. Donc voilà, ça sera la semaine du 8 juin. Et bien sûr, on vous en reparlera parce que c'est dans un mois en fait, donc ça va Yes. venir vite. Et puis, ça sera la dernière conférence de Tim Cook à une WWDC, comme, il va être encore chez Apple, mais comme CIO, chef des technologies grand Manitou de l'entreprise. Il sera remplacé en mois de septembre et j'ai eu la commande. Audrey m'a dit, tu vas parler de John Ternus parce que c'est le nouveau patron de chez Apple. Et puis, il y aura un passage au flambeau qui se fera en septembre. Je pense qu'on va le voir beaucoup plus à la prochaine conférence. Ça fait plusieurs années qu'on voit de plus en plus de façon John Ternus. Bref, c'est une grosse page qui se tourne dans l'histoire. Tim Cook aura été, même si Steve Jobs a été là, accumulé plus longtemps que Tim Cook, d'une traite, on va dire, d'un filet, ça aurait été Tim Cook qui aurait été là le plus longtemps comme patron. Il a passé 15 ans à la tête de l'entreprise. C'est assez incroyable. Alors, il a passé 15 ans en tant que CIO et là, il va devenir directeur général. Donc, en fait, il va rester il va prendre un poste qui n'existe pas à l'heure actuelle,
puisque au-dessus de CEO, il y avait rien. Et donc là, il va devenir directeur général. Donc en fait, il part pas. En fait, C'est ça, il reste quand même là, mais il sera pas aussi, ça sera plus la figure qu'on verra pendant les présentations, etc. Donc moi, je t'ai demandé, mais qui est John Ternus? Dis-nous tout. Ben alors, John Ternus, vous l'avez vu dans les dernières conférences, il y a une cinquantaine d'années, il n'est pas très vieux, et puis c'est actuellement le vice-président senior de l'ingénierie matérielle. Alors, tout ce qui est matériel a passé par John Ternus. C'est assez typique chez Apple. Il y a beaucoup de nominations qui se font par l'interne. C'est très culturel chez Apple. Il faut connaître la compagnie, il faut être là depuis longtemps, il faut montrer patte blanche et allégeance depuis très longtemps chez Apple pour pouvoir monter. C'est là qu'on voit un peu le caractère et de quelle trempe se forgent les employés chez Apple, et c'est comme ça qu'ils les font monter. Avant de parler peut-être de John Ternus, là, au niveau de Tim Cook, je voulais juste dresser un petit bilan quand même, parce que ça n'a pas été n'importe quoi. La valorisation boursière d'Apple est passée de 348 milliards de dollars avant Tim Cook à 4 000 milliards de dollars en 2026. 4 000 milliards de dollars. Avant l'émission, je te rappelle, Audrey, qu'on parlait de quelques centimes d'augmentation sur le litre d'essence. Ils n'ont aucun problème pour ces sujets-là chez Apple, je pense. Ouais. Donc 350 milliards à 4 000 milliards en 15 ans. 10 fois après, plus de 10 fois. Plus de 10 fois. Ils ont multiplié leur chiffre, la valorisation fois 10, enfin plus que fois 10. Je viens de vérifier, Tim Cook, il a 65 ans aujourd'hui. Donc il avait 50 ans pile au moment où il a pris la tête d'Apple. Donc ça doit être l'âge, ça doit être le bon âge. Matt, faut que ça y est, c'est maintenant là. Si tu veux être CEO, c'est maintenant. J'envoie mon nom tout de suite. Mais il a une longueur d'avance. Tim Cook a bâti un écosystème incroyable, parce que rappelez-vous, quand il a repris les rênes, on parlait d'iPhone, on parlait de Mac, on parlait d'iPad. Bon, il y a eu une Apple Watch, il y a eu de plus en plus de services. Oui, il y avait Apple Music, il y avait iTunes, mais on a fait une migration sous l'ère de Tim Cook. On a les services, ça génère plus de 100 milliards de dollars par an. 100 milliards de dollars par an. C'est beaucoup de millions de dollars. 100 milliards, je vous le dis, calculez. Cependant, le succès de chez Apple, ça cache peut-être des casseroles que John Ternus aura peut-être à rattraper, parce qu'il y a quand même un retard perçu au niveau du public, au niveau de la technologie, notamment sur le domaine de l'intelligence artificielle. On s'est fait promettre des choses il y a maintenant bientôt 2 ans, et qui ne sont jamais arrivées. Alors, au niveau de cet aspect-là, ça aurait été particulier. Au niveau aussi, il y a 2-3 gros produits qu'on a tout le temps entendu parler chez Apple qui sont jamais arrivés. Alors, il y avait la télé Apple. On n'a jamais vu la télé Apple. Il y a eu des ingénieurs qui ont travaillé là-dessus. Il y avait la voiture Apple. Il n'y a jamais eu la voiture Apple. Ils ont investi et injecté des milliards. Il n'y a jamais eu la voiture Apple. Bref, il y a quand même beaucoup de retard technologique. Et puis, tu sais, en termes de produits, un des plus gros échecs que Tim Cook a avoué avoir fait. Non, dis-moi. C'est un produit. On s'en sert tous les jours en auto. Ah, CarPlay. Non, c'est pas CarPlay, c'est Apple Plan. Ça a été un échec, rappelle-toi, quand c'est sorti, c'était une catastrophe. On avait des immeubles, des adresses, ça. Alors, c'était son premier échec qu'il a avoué. Par contre, je voulais juste, tout à l'heure, quand j'ai parlé du MacBook Neo, j'ai oublié de dire que iFixit l'a démonté complètement. Et c'est aujourd'hui le Mac portable le plus réparable qui existe, parce que il y a que des vis. Donc tu peux en fait remplacer toutes les pièces et ça c'est une très bonne chose. Et je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, en fait, j'ai l'impression qu'Apple, avec ce MacBook Neo, elle entame une nouvelle façon de fabriquer ses produits. Ouais. Peut-être que John Ternus n'y est pas pour rien, et que ce passage en fait d'un tas de matériel qui était collé, vissé dans n'importe comment, enfin pas n'importe comment, mais en gros irréparable, avec des notes de réparabilité catastrophiques. Moi, je pense que l'ère Ternus, ça va être de revenir à ce qu'on a connu il y a 15 ans, il y a 20 ans plutôt maintenant, avec la possibilité de remplacer un SSD, la possibilité de changer la puce enfin, pas les puces M5 intègrent tout maintenant, donc c'est un peu plus compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai bon espoir que ce MacBook Neo, en plus il s'appelle Neo, j'ai bon espoir que cette vision de la conception des appareils soit un point de départ pour que
les prochains appareils qui sortiront sous l'ère John Ternus, du coup, soient beaucoup plus réparables et ainsi beaucoup plus écologiques, parce que, encore une fois, je vois pas comment ils vont arriver au bilan neutre carbone en 2030. 2030, c'est demain. Donc, je sais pas pourquoi, mais je me dis que c'est pas un hasard si ce MacBook Neo euh, tellement réparable arrive au moment où Tim Cook passe la main, et où peut-être qu'Apple va rentrer dans une nouvelle ère de réparabilité beaucoup plus poussée que ce qui se fait actuellement. Et enfin, j'espère en tout cas. Ben, J'y vois un lien, mais je sais pas si c'est vrai. Ternus, c'est pas un financier ni un spécialiste du marketing comme Steve Jobs pouvait être. C'est un ingénieur mécanique. Il a été formé en Pennsylvanie. Ce qu'on dit de lui, c'est une personne très disciplinée. Il y a plein d'anecdotes sur le fait que c'est la personne qui envoie les plus beaux mails d'entreprise sans jamais accrocher personne, toujours bien écrit, toujours très neutre, un ton qui ne dépasse pas l'autre. Il est entré chez Apple en 2001. Il a grimpé tous les échelons pour diriger le matériel, le produit. Le premier produit qu'il a dirigé, c'était l'iPad. Après ça, l'iPhone, les AirPods, le Mac, bref, c'est devenu le grand patron du matériel. Son plus grand exploit technique, c'est la transition, rappelle-toi, des processeurs Intel aux processeurs M, ce qui, dans le fond, permet justement le MacBook Neo. Parce que si il y a quelques années, on n'a pas fait la transition en prenant les processeurs d'iPhone pour les mettre dans des Mac, aujourd'hui, on pourrait pas avoir un MacBook Neo qui fait à peu près ce que fait un Mac, parce qu'ils ont beaucoup de familiarité en termes de processeurs à l'intérieur, ce qui fait que c'est grâce à lui qu'il peut avoir maintenant des MacBook Neo. Son style de gestion, alors je te l'ai dit, là, c'est calme, posé, il est basé sur les faits, il aime pas l'opposition, c'est complètement l'opposé de Steve Jobs. Il est très collaboratif, c'est ce qu'on écrit de lui. Alors, il entre vraiment dans le même moule, je dirais, que Tim Cook. Tim Cook a jamais fait d'envolée spectaculaire médiatique, il a jamais levé le ton dans les médias. Il a toujours su garder Apple très loin des enjeux médiatiques ou des crises de communication. Ça n'a jamais été comme ça. Alors, il est très dans l'ère de Tim Cook. Alors, expert en matériel, je vous l'ai dit, ça envoie un message que l'entreprise veut peut-être, comme tu le penses, rester championne dans tout ce qui est les objets physiques, peut-être aussi dans la réparabilité. Ça envoie peut-être le message qu'il y a un retard et puis que Ternus a une stratégie, puis qu'il va peut-être arriver avec le cloud compute. Tu te rappelles quand ils avaient sorti ça avec le private cloud compute pour traiter nos données, en tout cas pour les sécuriser, le traitement local aussi des appareils. Ça mise peut-être aussi sur le fait qu'on va avoir des appareils encore plus puissants, qu'on va vraiment avoir un air où le matériel est de l'avant. J'espère pas au détriment du logiciel, parce que c'est quand même souvent ça qui a été problématique. Mais en attendant que le modèle soit parfait, pour le moment, Apple va s'appuyer sur des partenaires stratégiques. Bientôt, on va entendre parler de Gemini de chez Google pour avoir de l'IA. Alors, pour le moment, c'est pas l'ère Ternus. Peut-être dans 3, 4, 5 ans, on va commencer à voir ce qu'il aura mis en place, mais pour le moment, vous n'allez pas voir une transition incroyable. Et de toute façon, c'est pas la volonté d'Apple. Ça fait déjà plusieurs années que Ternus a été choisi et que Ternus est de plus en plus montré dans des keynotes. Alors, on l'a vu nous faire des présentations des Mac Mini, on l'a vu nous faire des présentations des iPhones, on a vu de plus en plus mis de l'avant, et c'est pas pour rien. Dites-vous qu'Apple est coté en bourse, dites-vous que la bourse est très émotive pour les actions, alors faut pas que la valorisation d'Apple bouge trop, et pour pas que ça bouge trop, faut rester toujours dans le même cycle, dans le même ton, dans la même façon de présenter les choses et d'avoir l'esprit d'entreprise comme John Ternus semble l'avoir. Les analystes s'attendent à un patron ingénieur, plutôt nouveau produit physique. On s'attend à ce qu'il relance l'innovation. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais c'est que des attentes pour le moment. On n'a aucun signal. En septembre, on pense qu'il va y avoir des nouveaux produits, une dizaine de produits qui devraient arriver sur l'ère début Ternus pour marquer ça, mais ce ne sera pas les produits de John Ternus.
C'est une stratégie qui est développée depuis longtemps. Dites-vous ça. C'est pas ses produits à lui. C'est pas ce qu'il aura voulu déployer. Ternus pourrait briser le vieux dogme qui est peut-être déjà brisé d'avoir un MacBook tactile. Alors ça risque d'être compliqué. On risque de voir aussi un iPhone pliant. On risque aussi peut-être d'avoir des lunettes intelligentes. On risque d'avoir aussi peut-être un iPad ou un iPod avec un bras, parce que dans son histoire, il a étudié dans tout ce qui est ingénierie mécanique. J'ai quelques anecdotes, je vais t'en parler tout à l'heure, mais on parle tout le temps d'un iPod qui arriverait, d'un HomePod, pardon, qui arriverait avec un bras télescopique qui est capable de bouger, de te présenter un écran. On parle de ces produits-là qui marqueraient le passage du flambeau, mais je vous le rappelle, c'est pas ses produits à lui, vraiment. Il aura participé, c'est sûr, mais c'est peut-être pas sa ligne de pensée, c'est pas lui qui a tranché d'avoir ces produits-là. Parce que si vous êtes un peu familier avec l'histoire d'Apple, vous savez que les lunettes connectées qu'ils ont sorti, le casque de Apple, je ne me rappelle plus son nom, l'Apple Vision Pro. L'Apple Vision Pro, Ternus n'était pas d'accord avec ce produit-là. En interne. Mais il a quand même cédé, même si c'est le boss du matériel, il aurait pu le bloquer, mais il l'a cédé. Ça vous démontre un peu le personnage. Alors, Tim Cook a transformé Apple en forteresse économique. Ben, maintenant, Ternus, il y a une lourde tâche de prouver que la forteresse, ça peut tenir. C'est carrément ce qu'on va voir, parce qu'il y a plein de crabes qui peuvent arriver dans son panier. Le premier, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des problèmes d'acheminement de produits comme de la mémoire RAM. Ça risque de coûter beaucoup plus cher sur nos produits tout à l'heure. Il y a toutes sortes de réglementations qui arrivent. Il y a toutes sortes de présidents américains qui arrivent, dont un qu'on a en ce moment qui est pas très, très sympathique pour la production d'appareils en dehors des États-Unis. Alors ça aussi, c'est un peu compliqué pour John Ternus. J'ai hâte de voir de quel bois il se chauffe par rapport à ça. Au niveau des anecdotes, je t'en ai ressorti quelques-uns. Savais-tu que c'est grâce à lui qu'on a une ligne de iPhone Pro? Ah non. Non, je ne le connais pas du tout. En fait, j'ai découvert son nom. J'avais vu qu'il était dans l'arborescence d'Apple. Quand tu vas sur le site, tu as la photo de famille avec tous les boss en fonction des départements, etc. Donc, j'avais déjà vu sa photo et son nom, mais je m'étais jamais attardée sur lui. Donc non, je savais pas qu'il avait sorti la gamme, enfin, que la gamme Pro des iPhones était due à lui. Il est très pragmatique. Hein. Quand ils ont étudié la possibilité de mettre un capteur laser, un espèce de lidar qu'il y avait dans l'iPhone, puis qu'on lui disait, ben, ça va coûter une fortune l'iPhone. Il a dit, pourquoi on sortirait pas une gamme Pro? Et puis, il y a peut-être des gens qui sont prêts à payer pour avoir la meilleure expérience, la meilleure technologie dans un produit Apple. Et puis, ben, il s'est pas trompé. L'iPhone Pro est quand même un produit qui se vend très, très bien. Alors, c'est grâce à lui qu'on a une ligne pro par rapport à tous ces... Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était le meilleur pour faire des mails parfaits. Il est très apprécié de Tim Cook parce qu'il fait d'excellentes présentations. Il est d'une très grande douceur. Et puis, il a, comme je vous disais, la réputation de rien écrire de controversé. Alors, on va pas avoir de... Pas très français, ça. On s'ennuie un peu. Hein. Non, mais en même temps, c'est pas très américain non plus quand tu vois leur président. Oui, c'est vrai, mais oui. Non, mais je taquine parce que c'est vrai qu'en France, on est un peu râleur, on est un peu rentre dedans et que Ouais. c'est drôle comme qualificatif, l'homme qui écrit bien ses mails et qui fait rien de controversé. En 97, c'est pour ça que je vous disais, il va peut-être avoir un petit bras qui arrive, parce qu'en 97, pendant ses études universitaires, il a développé un bras qui était mécanique robotisé destiné aux personnes souffrant de tétraplégie pour faciliter leur vie au quotidien. Ça se contrôlait uniquement avec un mouvement de tête. Alors tu vois, il y a déjà peut-être des sources d'appareils qu'on pourrait avoir. Ça peut préfigurer d'un nouveau HomePod avec un suivi de la tête, ou peut-être qu'on a eu ça dans nos caméras, bref. Champion de natation, c'est ce qui est écrit partout. Il est vraiment bon à la natation. Est-ce que ça change de quelque chose pour vous? Non, vous le savez. Vous le savez. Vous le savez. Exactement, vous le savez. Ensuite, John Ternus, ouais, c'est ça. Il a été à la conception de l'écran Apple Cinema Display, le premier,
en plastique transparent. Ça a été dans ses premiers produits qu'il a commencé à conceptualiser. Il a avoué qu'il avait subi le syndrome de l'imposteur chez Apple parce que il trouvait qu'il travaillait avec des gens très, très, très intelligents, puis il se sentait peut-être pas à la hauteur, peut-être, de chez Apple. Fait que c'est un peu le personnage. J'ai essayé de gratter, voir s'il y avait, je sais pas, des trucs scabreux ou non, rien. Il est parfait, cet homme. Alors, on va voir l'ère de John Ternus bientôt arriver. Peut-être avec un Apple parfait, avec plus aucune critique à leur endroit. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, écoute, moi, je pense que Tim Cook a optimisé tout ce qui était ligne de production, de vente, de distribution, parce qu'à la base, il était à ce poste-là. Ouais. Donc, vraiment, en termes de livraison, de fabrication, enfin, il a vraiment créé un empire qui roule d'enfer. Il a développé tout ce qui était service. Aujourd'hui, on paye tous des abonnements Apple Music, iCloud et tout qu'on ne payait pas il y a 15 ans, avant que Tim Cook arrive. Et je pense que John Ternus, en fait, le fait qu'il soit un ingénieur matériel, je trouve ça vraiment très bien et j'espère qu'il y aura une grosse optimisation de ce côté-là en termes de, comme je disais tout à l'heure, de réparabilité, de se dire, bah tiens, mon MacBook Air, il marche bien, mais bah, ma puce, alors d'ici là, on sera à la puce M12, n'est pas compatible avec macOS 48. 48, ouais. Donc je vais commander juste la pièce et puis avec une nouvelle puce et je vais replacer moi je rêve de ça, je rêve de pouvoir changer les morceaux des appareils un par un et de pouvoir déjà baisser le coût de l'évolution de nos produits, de régler ce fameux problème d'incompatibilité d'OS au bout de 6 ou 7 ans. Ouais. Parce que en termes de sécurité aujourd'hui, c'est très compliqué de se dire je reste avec un iPhone sous iOS 15 pendant encore 2 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout conseillé. Donc, j'espère qu'en fait, au niveau des grands chantiers dans les 15 ans à venir chez Apple, il y aura l'optimisation matérielle et l'optimisation logicielle qui est liée au matériel, puisque si un jour on peut changer la caméra, la puce, le clavier, enfin si on peut remplacer des éléments pièce par pièce, on pourra du coup continuer les mises à jour. Moi, c'est ça que j'aimerais et bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et puis peut-être qu'un jour, de mon vivant, ça sera une femme qui sera CEO d'Apple. Voilà, je l'espère aussi. Effectivement. Ça, c'est ce que j'ai pu remarquer, les premiers mouvements, parce que John Ternus a nommé certaines personnes déjà à son poste actuel. Il a fait monter d'autres personnes. C'était pas... Alors, il y aura aucune controverse avec John Ternus, là. N'essayez pas de me faire dire ce que je ne dis pas. Mais il n'y a pas eu de femme encore pour le moment dans les promotions de postes. Alors, à suivre. Je sais que c'est important pour beaucoup de gens. C'est important pour la société en général d'avoir une représentativité des genres. Oui, effectivement, j'ai hâte de voir ça au niveau. Mais au niveau... je suis pas certain que si on avait gardé Steve Jobs, qu'on aurait eu cette même évolution sociale chez Apple pendant les 15 dernières années. Je suis pas mal certain que ça aurait pas autant avancé avec Steve Jobs que ça a pu avancer avec Tim Cook. Alors, j'espère que ça va continuer dans la même lignée avec John Ternus. C'est ce que je vais finir par dire. Audrey, on est dans la section pensée, réflexion personnelle du mois. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Et ben justement, suite à notre discussion, un jour j'ai lu une phrase, alors je vais essayer de pas me tromper parce que je fais ça de mémoire, qui disait le jour où l'égalité homme-femme sera une réalité, c'est quand on mettra à la tête d'une entreprise une femme incompétente. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, donc non, mais en gros, j'espère, alors il y a eu beaucoup de représentativité, en effet, ces dernières années lors des keynotes avec, des personnes en situation de handicap, avec, Ouais. beaucoup plus d'intégration au niveau des genres, des couleurs de peau et cetera. Donc j'espère que ça va continuer là-dessus. Je pense que d'après le profil que tu nous as fait de ce monsieur, il a l'air assez intelligent et assez, calme et vivant dans son époque pour que ça continue. Sinon, on le punira, on lui dira: «Allez, tu vas faire 50 longueurs là, à la piscine et tu vas réfléchir à tes erreurs». Mais globalement, voilà, j'espère juste qu'avec ce changement de CEO, que Apple va continuer dans son état d'esprit,
que l'arc-en-ciel d'ailleurs que tu as choisi, alors vous le voyez pas en audio, mais Mathieu a choisi l'arc-en-ciel d'Apple du centre, je sais plus comment ça s'appelle. De chez Apple, vous le voyez tout le temps De dans les chez Apple, oui, conférences, c'est ça. l'arc-en-ciel Voilà. qui est dans le... J'espère qu'ils vont pas démonter l'arc-en-ciel et que Trump sera pas trop invité chez Apple. Voilà, c'était ma réflexion. Ouais, puis qui arrête surtout d'aller donner des trophées en or à Apple, à l'autre affreux là, aux États-Unis. Bref, on fera pas trop de politique. Moi, de mon côté, ma pensée réflexion du mois, j'en ai plusieurs, mais une qui m'a... et ce sera un bonus, hein, j'en ai parlé à Audrey, ce sera un bonus que vous recevrez peut-être probablement la semaine prochaine. J'ai parlé à un monsieur qui s'appelle Michel Garlanda. Et ce monsieur m'a écrit, il a écrit à Audrey, il a écrit aussi à Guillaume Vendée, là, a fait beaucoup d'applications. Tenez-vous bien, en 40 jours, il a fait 40 applications qui sont sur le App Store. Alors, l'intéressant là-dedans, c'est pas sa quantité de production. Non, l'intéressant là-dedans, c'est comment il l'a fait, la démarche, pourquoi il l'a fait. Et puis, ce qui est intéressant là-dedans, je suis assez critique en ce moment de l'intelligence artificielle, mais ça a quand même du bon. C'est une personne qui n'était pas développeuse ou auparavant, qui développait absolument rien et qui a décidé qui caressait ce vieux rêve-là d'être développeur. Et moi, il m'a fasciné. Je lui ai dit à la fin de l'entrevue, écoute, Michel, t'es un extraterrestre, t'es très, très drôle. Vous l'aurez en bonus la semaine prochaine, alors allez l'écouter. Michel Garlanda. Et en attendant, vous pouvez aller fouiller sur l'App Store. Ces applications, il y en a toutes sortes. Mais allez fouiller dans l'App Store, après aller écouter la petite capsule avec lui que j'ai faite. Un drôle de personnage qui m'a très sympathique. Ouais, donc cet entretien, en fait, vous le retrouverez entre les épisodes d'Apple Diff. On va sortir cet épisode-là qu'on est en train d'enregistrer, puis après, on vous mettra directement l'entretien que Matt a fait avec Michel. Et puis, et c'est vrai que j'avais reçu son mail et j'ai pas pris le temps de lui répondre. Je voulais t'en parler, donc c'est très bien, en fait, que tu l'aies interviewé et qu'on puisse écouter ça. Écoute, on reçoit tellement... Alors ça, c'est le message aussi. Là, on reçoit tellement... De la minute qu'on est un peu public sur Internet, tellement de sollicitations des compagnies ou des gens qui veulent qu'on parle. Puis toutes les histoires sont intéressantes. Là, il suffit de s'y intéresser, mais des fois, on n'a peut-être juste même pas le temps de s'y intéresser. On n'a peut-être pas le temps ou l'espace mental pour pouvoir le faire. Alors, désolé d'avance sur ceux qui peuvent le faire. Des fois, on en attrape. Puis des fois, on en échappe. Mais là, cette fois-ci, moi, j'ai attrapé Michel, puis vous l'entendrez à la suite de cet épisode dans une semaine à peu près. Alors, est-ce qu'on peut nous mettre 5 étoiles si on a aimé cet épisode ? Oui. Avec un petit commentaire qui va bien. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous faire des remarques, sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Mastodon, Blue Sky, Instagram et Thread avec @AppleDiff. En général, avec ce nom, vous allez nous retrouver partout. On a aussi, bien sûr, besoin de votre soutien, donc vous pouvez aussi nous faire un don sur applediff.com. On a toujours nos fidèles qui nous font un don mensuel. Ça peut être 2 €, 5 €, 10 €. On vous remercie tous. J'ai eu un commentaire par rapport à ça parce que dans les anciennes émissions, on disait tout le temps le gros bouton jaune. Là, j'ai refait le site, il est moins gros, mais il est toujours aussi jaune, il est toujours en bas de la page. Alors, si vous le cherchez, il est en bas, il est jaune, mais il est moins gros qu'avant. Ah, va peut-être falloir le faire plus gros. Mais en tout cas, moi, je tenais à remercier tous ceux qui nous font un don mensuel, qui ont activé la case don mensuel et donc c'est automatisé par PayPal. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien et bien on va leur dire à bientôt. Exactement. À la prochaine tout le monde. C'était un grand plaisir d'être avec toi, Audrey. Pareil, très bon moment avec toi, Matt. Toujours un plaisir, hein, on ne s'en lasse pas et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.